Alors, bonjour à vous, ici Francis Gendron et bienvenue dans l'émission Districtement Habitat, votre rendez-vous quotidien 100% habitation et virtuel, produit par l'APCHQ Montréal Métropolitain et présenté cette semaine par Solutionnera en collaboration avec Desjardins. Aujourd'hui, on entre dans un sujet absolument passionnant qui est l'autonomie. Est-ce que c'est possible de construire ou rénover une maison pour qu'elle devienne 100% autonome en énergie et en nourriture? Alors, pour cette occasion, je me suis entouré d'une équipe vraiment extraordinaire, de 4 personnes cette fois-ci. Alors, je vais les présenter en partant à ma gauche. Martin Lambert, bonjour. Salut. Bienvenue. Martin Lambert est un expert en système d'énergie renouvelable. Il a fondé EcoSolaris en 2009 et sélectionné pour participer au programme de chauffe-eau solaire de l'Agence de l'efficacité énergétique AEE. En 2013, il a fondé EcoSolaris Afrique et a participé avec des ONG à électrifier des communautés rurales africaines. Fort de cette expérience, il se spécialise en énergie solaire photovoltaïque et thermique et en chauffage écologique avec des planchers radiants. Depuis, lui et son équipe conçoivent des systèmes solaires autonomes en énergie pour des projets locaux et internationaux. Il se spécialise notamment en stockage d'énergie avec batterie au lithium et participe à plusieurs projets d'envergure net zéro. Bienvenue. Merci, merci. On a également Martin Boisvert. Bonjour Martin. Salut Francis. Donc Martin Boisvert est un expert en petit élevage de poules à la maison. Il s'est spécialisé en aménagement du territoire ayant un intérêt prononcé pour l'environnement. Depuis 2013, il étudie la permaculture et s'efforce à mettre en pratique les notions fondamentales de notre grande nature. À travers les explorations et expériences vécues sur sa propriété rurale, notamment avec les poules, pour qui il a développé une réelle passion, il offre depuis 2016 des conférences et des formations qui enseignent les fondements de l'intégrité et du respect de l'animal. Bienvenue. Merci. On a ensuite Wen. Bonjour Wen. Salut. Content d'être parmi nous. Je suis content que vous soyez tous là en passant. Wen Roland est un expert en permaculture. Il s'est formé à l'ITA de Saint-Hyacinthe comme technicien horticole. Il a développé une profonde compréhension du design permaculturel et l'enseigne avec passion. Wen est consultant sur de nombreux projets au Québec, nourrissant ainsi sa passion pour la permaculture en lien avec le climat froid et la conception de systèmes écologiques à toutes les échelles. Bienvenue, Wen. Merci. Et on a Rémi Pratt, dernièrement. Donc, Rémi est diplômé maître électricien à l'École nationale de la marine marchande, fondateur de Solaire Design en 1994. Il est l'un des premiers techniciens installateurs de systèmes solaires au Québec et a enseigné au pavillon de l'Institut maritime du Québec, puis ensuite à la Société de sauvetage à Montréal et aussi avec Stardust Solar pour les futurs professionnels dans les installations solaires résidentielles. Il est aujourd'hui expert en système photovoltaïque à la tête des formations courant continu. Bienvenue, Rémi. Bonjour, Francis. Alors, je suis très content que vous soyez tous là parce qu'on a un sujet vraiment passionnant aujourd'hui qui est à point dans tout ce qui se passe dans le monde. Même avant la situation de la pandémie, de la COVID, ça commençait à se parler de plus en plus. Mais il y a, depuis la COVID, il y a un rebond, un élan, un grand intérêt pour, entre autres, le terme de la résilience, mais aussi de l'autonomie. Et donc, aujourd'hui, on va parler de l'autonomie en nourriture. Est-ce que c'est possible de créer et ou de construire et ou de rénover des habitations ou des habitats qui offriraient une certaine résilience ou une autonomie en nourriture et en énergie? Et d'ailleurs, on va commencer avec le thème de l'énergie. Donc, au début, je vais y aller directement avec une question très directe. Est-ce que c'est possible de construire ici au Québec des habitations autonomes en énergie? Je vais me jeter le premier. Oui, vas-y. Je dirais, théoriquement, oui, c'est possible. Okay. Les chiffres existent pour dire que c'est possible d'être autonome. La réalité est un petit peu différente, je te dirais. Les gens n'ont pas toujours conscience de la quantité d'énergie qu'ils consomment. Oui, OK. C'est là que le bas blesse un peu. Uh-huh. Souvent, on arrive avec des propositions où les gens font le calcul de leurs besoins, puis ça fonctionne. On peut mettre la quantité de stockage, mais la réalité, souvent, va dépasser la fiction. On a de plus en plus de consommation. On n'est pas en réduction, souvent, de consommation. On est en augmentation. Donc,
Ça se peut tout à fait. Il faut juste bien faire ses devoirs puis être conscient qu'il y a un style de vie souvent qui est associé avec l'autonomie énergétique ou l'autonomie alimentaire. Faut être prêt à faire des concessions, bien entendu. Ça serait dans un cadre d'autonomie complète, par exemple. Oui, d'autonomie complète. On le voit de plus en plus où, je te dirais, avec le climat qu'on a ici, les maisons s'améliorent, comme tout le monde le sait. On est capable d'avoir des maisons extrêmement efficaces. Donc, produire l'énergie qui est très peu consommée devient intéressant. Oui. Mais avec Hydro-Québec, ce qui est bien, c'est qu'on est capable de décaler la consommation avec la production en utilisant le réseau. Oui. C'est là, je pense, qu'il y a une viabilité plus intéressante que de dire on se débranche totalement. Là, complètement. Là, c'est là que ça devient un peu plus utopique, là, à moins qu'on n'ait pas la capacité d'avoir le réseau. Mais si le réseau est disponible, on doit être capable d'utiliser le réseau à son avantage. D'une certaine manière. Cool. Toi, Rémi, as-tu quelque chose que tu voudrais rajouter? Oui, moi, je suis en autonomie complète, moins énergétique, pas encore du côté alimentaire, mais c'est dans les donc, projets. Donc, tu veux dire, quand tu dis tu l'es, donc ta maison? Oui. OK. Oui. En fait, je suis dans une micro-maison, mais j'en ai une un petit peu plus grande qui s'en vient. OK. C'était la mini-maison en attendant la... Oui, c'est ça. La première, c'était pour essayer, voir comment ça fonctionne. Pour la grande, ça va très bien. T'es débranché complètement d'Hydro-Québec? Complètement. Oui, pourtant, Hydro est juste au coin de la maison. Donc, mais c'est un choix. C'est un choix philosophique. Puis, ça me plaît beaucoup, cette autonomie-là. Puis, je travaille beaucoup aussi avec des élèves solutionnaires qui ont déjà eu cette formation dans la tête. Là, ils sont prêts. Mais tu as parfaitement raison dans ce que tu dis. Si tu n'es pas prêt à être en autonomie, à faire tous les efforts, tout ce qui vient avec, ça ne marchera probablement pas. Mais si tu es prêt, ça va marcher. Je travaille avec plusieurs personnes. Puis, donc, il faut qu'il y ait un réel intérêt de changer ton style de vie. Dans le fond, il y a un changement, lorsqu'on parle d'autonomie complète, là, un changement de style de vie, mais c'est tout à fait possible à ce moment-là. Oui, à ce moment-là, oui. Moi, j'ai d'anciens clients qui sont en autonomie depuis 25 ans. OK. Puis ils ne changeront pas. Ils veulent rester. Oui. C'est bon. Ils ont adapté leur vie à cette oui, absolument. Oui. C'est des gens qui étaient prêts dans leur tête 25 ans en arrière. Ah ouais. C'était des pionniers. Là. Wow, vraiment, super. Puis d'ailleurs, pour les gens qui écoutent puis qui sont peut-être moins familiers avec ça, comment ça fonctionne? Tu sais, si je veux être en autonomie complète ou si je veux être, mettons, sur le réseau en même temps parce que je suis pas prêt à faire les sacrifices qui viendraient avec ça, comment ça fonctionnerait au niveau technique, là? C'est quoi l'équipement que j'ai besoin, puis comment ça fonctionne? Si je vais disons qu'on est relié au réseau, on va tout simplement, souvent ce qui va arriver, c'est qu'on va utiliser Hydro-Québec comme stockage. Oui. Donc dans cette optique-là, on a les panneaux solaires, on va produire l'énergie pendant la journée, évidemment, qu'on va consommer sur place. Donc on va... L'entrée électrique ne va pas savoir si c'est solaire ou si c'est pas solaire. Donc les appareils sont allumés dans la maison. Si jamais il y a un surplus de production versus la consommation, à ce moment-là, c'est là qu'on a le compteur qui tourne de l'autre côté. Là. Donc là, on retourne sur Hydro-Québec. Donc, ça veut dire qu'on revend d'une certaine manière à crédit? Littéralement à Hydro-Québec. Différents endroits vont avoir différents programmes où on va acheter l'électricité à un taux plus élevé. Ici au Québec, on est littéralement en crédit, donc on vous donne le montant que vous auriez consommé, on vous le garde pour vous. Okay. Vous le reconsommez dans une période donnée, puis on n'en parle plus. C'est ça, on est quitte. On est quitte. J'en ai donné un peu, j'en reprends, on est quitte. Voilà. Parce qu'on sait qu'on va souvent consommer plus tard, en soirée, souvent le matin. Donc là, il y a ce qui vient intéressant, qui s'en vient, c'est le fameux, là, le time of use qu'on dit en anglais, là, l'utilisation sur une période. Donc là, ça devient intéressant de rentrer le stockage, mais on va souvent utiliser, quand on est branché sur le réseau, on va utiliser le réseau comme stockage, la batterie étant un peu le coût surélevé là, qui va venir avec installer des batteries. Système. Oui, c'est ça. Fait que... Ah ben c'est parfait. Puis donc, et là, par contre, toi, Rémi, en autonomie complète, donc soit avec tes clients ou toi chez vous, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui est différent de ce que Martin vient d'expliquer? Je vis avec le soleil, en fait. Si j'ai de l'énergie, je donne un exemple simple. Je vais pouvoir faire mon lavage aujourd'hui, ou même 2 ou même 3. Puis s'il fait gris dans les prochains jours, on va attendre que ça revienne.
je vis avec le soleil, je travaille avec le soleil. Ça me plaît parce que c'est un rythme de vie différent de celui qu'on connaît, surtout en milieu urbain. Oui. Je suis complètement déconnecté, puis je suis très heureux de cette vie-là. Puis je m'aperçois que les gens qui sont autour de moi, encore une fois, des gens de Solutionera, arrivent aux mêmes conclusions que moi. On est très heureux de vivre sur une vitesse différente, qui est beaucoup plus lente. Oui. Et qui est fort agréable. Puis malgré... Ah oui, non, vas-y. Excuse-moi, Francis. Ce que j'allais dire, c'est que vous vivez un peu au rythme de la nature. Là. Oui. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont appelés vers ça. Moi, le premier, là. Moi, le cycle est peut-être plus long au rythme des saisons. Là. Mais la lumière est fortement associée aux saisons aussi. Là. L'hiver, on devrait théoriquement se reposer. Oui. Mais souvent, on a une accumulation de travail puis on essaye de récupérer le momentum l'hiver, alors que, Mais j'aime ce que j'entends, là. Oui. Vois-tu, l'hiver, avant l'hiver, j'aimais moins, puis maintenant, j'aime beaucoup l'hiver, parce que c'est vraiment, comme tu l'as dit, une période d'arrêt. Ouais. On arrête, on relaxe. C'est vrai qu'on peut accumuler du travail, mais on finit par passer à travers. Puis là, on vit vraiment au rythme du soleil. Fait que ça me permet de me lever plus tard le matin, de me coucher plus tôt. Et tu te sens bien, Oui, je me sens très bien. Mais tu vis comme les poules, en fait. Oui, exactement. Les poules aussi font ça, exactement. Puis, ce que j'aimerais savoir, c'est, mais juste pour clarifier pour les gens aussi, au niveau technique, tu as quand même des batteries, par contre. Oui. C'est ça. Fait que tu as une certaine accumulation quand même. Oui, j'ai des batteries. Moi, je suis un petit peu spécial parce que je viens du bateau. Oui. Donc, j'ai appris à être autonome relativement tôt. Fait que c'est pas compliqué pour moi d'être autonome. Fait que parce que tous les bateaux sont autonomes. Ils sont tous autonomes. De base. Ils n'ont pas le choix. La plug est un peu loin. Oui, c'est ça. Fait que je vis comme ça. Puis j'ai une bonne réponse. Les gens qui sont en tiny house. Tiny house, oui. J'ai une très bonne réponse parce qu'ils comprennent comment on peut vivre complètement déconnecté. Souvent, je les fais venir chez moi. Puis je leur dis, regardez, ici, on vit comme ça. Puis ça fonctionne comme ça. Fait que c'est complètement différent de ce que vous connaissez. Puis les gens sont vraiment attirés. Ils disent, ah oui, ça m'intéresse, je veux ça. On veut vivre comme toi. Comment que tu fais? L'aspect mode de vie est comme presque supérieur au résultat parce que je pense que tout ce qu'on va discuter, même nous, quand on va parler plus de bouffe, tout est une question de mode de vie. Si on a un mode de vie comme on a présentement, où est-ce qu'on est dans le mode... abondance sans fin et hors des saisons. C'est un autre mode. Nous, on est dans un mode où est-ce qu'on suit les saisons, on suit le soleil, on suit les cycles des plantes, les cycles des animaux. Tout est près de notre propre cycle animal. On est des animaux nous aussi, puis on a comme un peu oublié qu'on fait partie de la nature. Puis une fois qu'on reprend notre place là-dedans, ben, le mode de vie change. Ça facilite tout. Oui, absolument. Puis ce que j'aime bien aussi, c'est que ma maison, je l'ai construite selon les concepts de Solutionera. Et c'est d'un confort remarquable. Ça va avec l'autonomie, je trouve. Oui. Parce que actuellement, déjà, j'ai 0, moi, le matin. Ouais. Oui, OK, parce que tu vis dans le nord. Oui, j'ai déjà 0 le matin. Puis, je ne chauffe pas la maison. Je n'ai pas besoin de la chauffer. Le soleil revient, et puis je trouve ça extrêmement confortable. Super. Merveilleux. Puis peut-être que je te ramène la balle un petit peu, parce que je suis aussi curieux de savoir, parce qu'il y a des nouvelles technologies qui bouge, puis toi aussi, Rémi, je pense que tu dois être au courant aussi, là. Il y a des nouvelles technologies qui s'installent, puis des grands changements dans le monde du solaire, on pourrait dire, entre autres avec l'arrivée des voitures électriques. Aussi, on parle un petit peu de smart grid, qui là serait pas pour l'autonomie complète, mais pour la revente et tout ça. Est-ce que ça, vous pouvez nous dire un petit peu, c'est quoi qui est en train de se passer, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça? Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? C'est sûr que le légendaire Elon Musk là, a amené beaucoup d'intérêt puis beaucoup de discussions là, à ce sujet-là. La batterie, l'arrivée de la batterie au lithium, l'FP, qu'on a maintenant sur le marché, permet beaucoup de... Surtout dans la vie au réseau, on en fait beaucoup. Puis ce type de batterie-là permet beaucoup plus. On est capable de décharger la batterie au complet. Les gens sont moins nerveux un petit peu de passer à ce genre de vie-là. On est capable. Elle est plus fiable. On a des cycles de vie complets, des cycles de recharge-décharge à 100%. Donc, on arrive avec un produit qui est
un peu plus permissif qu'on avait auparavant. Donc, les gens peuvent commencer à penser à l'autonomie énergétique plus facilement. Maintenant, bon, ils ont les besoins citadins qui sont là. Ouais. La voiture électrique est rentrée dans l'échiquier un peu. Là, les gens regardent la voiture électrique en se disant, ben, j'ai une grosse batterie. Dans ma cour. Dans ma cour, de 100 000 $ ou quelque chose. Puis là, je peux pas, il manque d'électricité. Puis là, je suis en train de jouer aux cartes pendant 2 heures. Là, le calcul ne marche pas. Là. Ouais. Donc, on essaye, depuis quelques années, l'industrie essaye d'arriver à pouvoir utiliser ou du moins gérer l'énergie stockée dans la voiture pour aider un peu à la consommation, les pointes. C'est des discussions qu'on a beaucoup sur le marché présentement. Quand on parle de pointes énergétiques dans une journée, donc le matin, disons, de 7h à 9h, les grosses pointes de consommation d'énergie sont toutes le matin. Mm-hmm. Donc, on a une période de 2-3 heures le matin, même chose le soir, au retour à la maison, lavage, les enfants, la cuisson. On a des points qui sont un peu de courte durée où là, peut-être la voiture, ou du moins une batterie, pourrait permettre de diminuer ces pointes-là dans une journée. Ouais. Donc là, on a un intérêt grandissant de tout part, de côté, à dire, ben, je pourrais avoir de l'autonomie, de la sécurité énergétique d'une certaine façon avec la voiture. Puis ensuite, arriver à dire, bon, est-ce que je peux rentabiliser, c'est sûr, un peu la voiture qui est là. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'intérêts pour différentes raisons qui s'expliquent, mais l'intérêt là, de la voiture électrique qui alimente la maison et la maison qui alimente la voiture devient quelque chose de vraiment intéressant. Maintenant, bon, la société étant ce qu'elle est, là, il y a beaucoup de paperasse à régler, de certifications à obtenir, d'autorisations à obtenir. Entre les compagnies et les réseaux. C'est ça, les fournisseurs d'énergie. Tout le monde ne voit pas nécessairement du bon œil l'autonomie, l'autoproduction. Je pense qu'il y a de la résistance. Il y a des gens qui ont besoin de se faire sécuriser un petit peu dans leur position. Oui. Ceci étant dit, c'est des choses qui vont arriver. Là. C'est comme inévitable parce qu'il y a trop d'avantages. Comment ça va se passer? On peut tout élaborer là-dessus. Mais je pense que ça s'en vient. Là. Les voitures électriques ont de plus en plus d'autonomie, donc on a de plus en plus d'énergie stockée. Puis à ce moment-là, ben, pourquoi pas l'utiliser là, pour la maison. Ben, comme on veut. Oui, c'est ça, exact. On a cette énergie-là, il faut l'utiliser. Puis quand on vient joindre le soleil à cette équation-là, ben, on a quelque chose qui est vraiment intéressant. On ne peut pas nier l'intérêt que ça va générer pour quelqu'un qui dit, ben moi, je vais travailler. Mon énergie, non seulement je vais en voiture électrique, mais je produis ma propre énergie pour aller travailler le matin. Ouais. On n'aurait pas rêvé de ça il y a 20 ans. Là. C'est un film de science-fiction, littéralement. Mais on est là. C'est vraiment un moment assez excitant là, dans le monde de l'énergie qu'on vit présentement. C'est du réel déjà. Là. Je ne sais pas si vous connaissez Sébastien à Québec. Okay. Lui, ses panneaux solaires rechargent ses 2 autos électriques. Okay. Ben ouais. Et comme il est ingénieur électronicien, il a changé quelque chose dans ses autos pour pouvoir renvoyer dans la maison. Donc, c'est déjà du réel. Ça existe. Il y a une course. Là. Oui, ça s'en vient. Là. Il y a des manufacturiers qui sont en place. Nissan est déjà très, très présent. Mitsubishi, pour dire ce qu'on va faire avec ça. Ils ne pourront pas l'arrêter. Ça va être trop fort pour eux. C'est ça. You can beat it. Il y a beaucoup de choses vraiment intéressantes qui s'en viennent. La réutilisation de la batterie suite à la fin de vie de la voiture. Qu'est-ce qu'on fait avec ces batteries au lithium-là? On va pouvoir éventuellement créer un cycle qui est super intéressant où est-ce que la batterie va être utilisée pour la maison, pour la voiture en premier, parce que c'est ça que tu as les plus grosses pointes, tellement besoin d'énergie. Oui. Puis après ça, la batterie peut être utilisée pour la maison parce qu'elle n'est plus assez bonne peut-être pour une auto, mais encore très bonne pour une maison pour encore longtemps. Quand on regarde la durée de vie, la fin de vie théorique d'une batterie de voiture électrique, on parle de quand la batterie va avoir perdu 20% de sa capacité, on va dire, ben, on est arrivé à la fin de vie de la voiture, mais cette batterie-là a une vie encore très longue à donner pour un système d'autonomie résidentielle. Qui a moins besoin. Oui, c'est ça. On est des batteries à acide plomb. On parlait d'un cycle de décharge de 50% là, au maximum. Là, si on est rendu à 80%, c'est encore mieux. Il y a définitivement là, une seconde vie à donner à ces batteries-là qui va être vraiment intéressante. Tu l'as probablement déjà tout payé, cette batterie. C'est ça. Gaétan va t'utiliser à une autre fois. Oui, absolument. Comment tu vois ça, toi, Rémi? Un ajout de dire que nous, on a le droit de produire 20 kilos. OK. Au Québec, tu veux dire? Au Québec, oui. Disons qu'Hydro-Québec nous permet de produire ça.
OK, avec les panneaux solaires. Ouais. Fait que ça, c'est ta limite de production, le nombre de panneaux solaires. Il ne faut pas qu'on soit excédentaire. C'est-à-dire qu'on doit consommer ce qu'on produit. Oui, c'est ça, sur l'année. Okay. Si tu ne le récupères pas, tous ces crédits-là, tu vas les perdre au bout de 2 ans. Okay. Donc, tu es bien mieux de les consommer que c'est parti. Hein. Fait que tu fais des fêtes. C'est ça. Tu fais la fête en décembre. Tu donnes des cadeaux. Ça, c'est un des trucs qui fait... Ben, tu sais, au Québec, le solaire n'est pas en explosion, contrairement à presque partout ailleurs dans le monde. Ouais. Entre autres, ben, on a déjà une électricité qui est plus propre, donc un petit peu moins le sentiment d'urgence, mais aussi elle est moins chère. Et donc, c'est sûr et certain que l'intérêt, on n'est pas tous sautés dessus tout de suite, mais ça, c'est des choses qui sont en train d'évoluer puis de changer également. Absolument. Mais fondamentalement, par exemple, le Québecus erectus a vraiment un intérêt pour l'autonomie énergétique. Il a toujours eu, même si je dirais que peut-être l'État n'a pas embarqué, ou il a toujours eu, on a une très belle électricité, on a quand même un taux... l'électricité la moins chère en Amérique du Nord, mais c'est vrai que ça a créé des freins à l'énergie solaire, mais c'est surprenant de voir l'intérêt qu'il y a quand même. Les gens, il n'y a pas d'incitatif au Québec, mais il y a quand même une très, très belle... Des innovations sur l'énergie solaire au Québec, il y en a à la tonne. On est vraiment montré du doigt à plusieurs endroits dans le monde. On est montré du doigt pour l'autonomie énergétique. Vivre hors réseau, dans le climat qu'on a ici, ça tient du miracle. Je parle à des fournisseurs à l'étranger qui font « Mais tu... Quoi? » On a des clients qui nous regardent en disant « Mais ils sont hallucinants, il faut les appeler, je vous le jure, ils sont autonomes, il fait moins 25 dehors, ils sont vraiment en vie autonomes. » Puis à ce moment-là, c'est pas juste le solaire, c'est toute l'infrastructure qui est autour, la construction, l'inondation, les rénovations. Donc, il y a un système intéressant. L'exemple est extraordinaire parce qu'on peut prendre le climat québécois dans autonomie énergétique puis dire, si nous, j'ai donné une conférence au Bénin, là, puis on était à l'université, puis les gens, ils croyaient tout simplement pas au solaire, puis je disais, mais écoutez, il fait moins 25 chez moi présentement, là. Il y a des gens qui vivent en autonomie. L'énergie solaire fonctionne. Si ça fonctionne pour moi à moins 25 avec 4 heures de soleil par jour, là, et je ne vois pas pourquoi il n'y a pas des panneaux solaires partout ici. Là, on sert vraiment d'exemples intéressants. Puis c'est le fun parce que malgré les challenges et malgré la difficulté qu'on peut imaginer là, avec vivre en autonomie, ça marche. Il y a des gens qui vivent très, très bien. Puis le confort est facilement atteignable. Avec un... Il faut y mettre du sien, là, mais c'est atteignable. Donc, l'exemple qu'on prend, où les Caraïbes ou des endroits où ils ont des catastrophes naturelles, où c'est plus... l'exemple est à prendre pour nous de dire, regardez, si on le fait, là, c'est tout à fait possible. Nos extrêmes nous servent bien. Ça nous rend très créatifs. Moi, des fois, je vois la même chose dans le type d'aménagement. Je vois Cold Climate Food Forest au New Jersey, tu sais. New Jersey, c'est pas mal plus chaud qu'ici. Puis c'est extreme cold. Oh, regardez à quel point c'est incroyable. Et venez faire un tour. Vous allez voir, tu sais. Donc, on sert notre climat. Le climat, c'est quelque chose de... C'est un frein, mais en même temps, ça on est bien d'en faire un allié, on pourra pas s'en débarrasser. Oui, tout à fait. Dernière petite question rapidement pour l'autonomie énergétique. Pour les gens qui s'y connaissent moins, donc on peut le faire bien sûr sur une maison neuve, mais on peut-tu le faire aussi sur une maison existante, rajouter l'autonomie électrique, si on le désire? Oui, ça se fait. C'est plus compliqué. Une maison neuve, c'est beaucoup plus simple, parce qu'on monte la maison, on bâtit tout en même temps. Mais c'est fait pour ça, Oui, c'est fait pour ça, mais ça se fait. C'est plus compliqué, un petit peu plus dispendieux. Puis après ça, c'est dans le fond, les panneaux solaires pourraient être installés soit sur la toiture ou à un endroit... Oui, souvent on les met d'ailleurs en dehors du toit. Quand on remet dans le réseau, les mettre sur le toit, c'est un avantage. On n'a rien qui traîne dans les jambes. Il neige sur les panneaux, c'est pas grave. L'été, on en remet plein chez Hydro. On peut tout le reprendre l'hiver. Donc ça, c'est pas un problème. Par contre, quand tu es dans le hors réseau, chaque watt sauvé, c'est important. Fait qu'on souvent on déplace les panneaux, on les met à côté de la maison ailleurs, là où je vais avoir le maximum d'énergie. OK. Tu vas vraiment y aller en fonction du meilleur. Puis tu vas faire les ajustements, puis aussi pour être capable de déblayer s'il y a de la neige et tout ça. Non, je ne déblaye jamais les miens. Ah non, OK. Ah non? Fait que non, je veux pas. OK. Il y a trop de neige chez moi. Et comme ils sont loin de la maison, fait que je leur donne une orientation qui fait que je peux passer à travers l'hiver sans y aller.
Super. Moi, j'avais une petite question. Oui, on parlait vas-y. beaucoup de solaire, mais l'éolien là-dedans, à quel point ça peut être avantageux ou d'être couplé avec le solaire? Ou c'est quoi votre avis là-dessus, messieurs? Ben, Rémi a peut-être... je pense qu'on a avoir le signe de tête, on est un petit peu pareil. Ça génère beaucoup d'intérêt, mais peu de watts. Je dirais que une éolienne résidentielle, ça ne produit pas beaucoup. Sur un voilier, là, j'ai habité sur un voilier à un moment donné, c'est sûr que ça sert très bien, c'est très pratique. Le classique, là, le bruit devient un élément à considérer. Ça reste une turbine, donc il va y avoir de l'entretien. On est dans une tour, on va-tu grimper en... Tu sais, la réalité de l'éolienne devient peut-être le challenge versus le concept de dire je m'installe une éolienne de 2, 4, 8 kilowatts. Tu sais, ça c'est le fun. L'apport énergétique peut devenir vraiment intéressant. On se dit souvent, s'il n'y a pas de soleil, il y a du vent, on pourrait-tu aller avec une éolienne, mais en réalité, il y a très peu de sites qui sont qui se qualifient pour dire on a un vent dominant qualifié là, pour justifier l'investissement. Surtout avec le solaire qui baisse beaucoup en prix, je pense. On est capable d'arriver avec une production qui brise moins. Plus des pièces qui bougent. Retrouver les pales de lisse dans le voisin, dans le windshield du voisin, c'est toujours le genre de conversation qu'on va avoir avec le voisin. C'est complexe. C'est bruyant. C'est bruyant. Mais c'est vrai que la meilleure place, c'est sur un bateau. Là, ça marche. Là, c'est vraiment intéressant. Mais c'est le seul truc. Parce qu'il n'y a pas d'arbres autour, hein? C'est comme... Ah oui, là, c'est comme il y a du vent. Tu descends dans le sud, t'as les alizés, t'as 15 nœuds de vent, stable, régulier. T'as trop, t'arrêtes ton éolienne, t'en as trop. OK. Fait que c'est intéressant pour ça. OK. Super, ça répond bien. Yes. Cool. Ben, entrons maintenant dans l'autonomie alimentaire, notre deuxième grand sujet. Fait que, encore une fois, je vous pose la question. On va clarifier tout de suite. C'est sûr qu'on ne s'attend pas à vivre de la même manière qu'on est habitué de nos jours. Hein? Orange en janvier, puis quinoa, puis tout ça. Mais est-ce que ce serait possible de, mettons une manière de le dire, survivre d'une production proche de chez soi ou directement chez soi sur son habitat? Maison ou terrain, par exemple. Bien, on peut parler d'une autonomie partielle. Une autonomie partielle qui est associée à un mode de vie. C'est une discussion qu'on a souvent entre nous. On va reprendre la discussion dans l'idée où est-ce qu'au Québec, on est habitué d'avoir la plupart de nos fruits, de nos légumes tout au long de l'année qui viennent de la Californie, etc. Donc, on est comme pris dans ce système-là. Et si on veut sortir de ça, ben, ça demande un changement de mode de vie. Il faut canner, il faut congeler, il faut sécher, déshydrater pour avoir ces éléments-là. Et puis, il y a des éléments qui sont durs à s'approprier, comme les grains. Tout ce qui est grain, ben, ça prend des grandes surfaces. Et puis, si on n'a pas des surfaces adéquates, j'ai hâte d'entendre parler sur les poules, parce que les poules, on s'entend que la plupart des poules nécessitent un apport supplémentaire de grains. Donc, juste ça, pour avoir les œufs, etc. Donc, moi, quand je regarde le calcul, si je veux être capable de manger mon pain, ça en prend du grain à chaque année à générer. Il faut le stocker à quelque part, etc. Donc, une autonomie personnelle, elle va toujours être, d'après moi, partielle. Une autonomie de région, par exemple, ou de communauté, là, on peut parler de quelque chose qui se rapproche beaucoup plus d'une autonomie plus complète, disons. Communauté serait comme village ou... village, une région. Pensez, souvent, on parle en permaculture de zones. Donc, on a une zone centrale où est-ce que là, il y a plus d'activités humaines. C'est très concentré. Après ça, il y a des zones plus vers l'extérieur où est-ce que là, il va y avoir moins d'humains, mais il peut y avoir des plus grandes zones de culture. Donc là, on pourrait imaginer l'agroforesterie avec des arbres dans les champs et des graminées, des grains pour notre pain et tout ça. Puis en même temps, il y a tout plein d'autres cultures qui peuvent être faites dans ce contexte-là quand on veut en avoir une certaine quantité. Mais ouais, plus sur cette échelle-là. Individuellement, moi, j'encourage jamais l'autarcie. J'encourage pas les gens de partir aucun projet avec l'idée « je vais me couper du monde » parce qu'on est des bébites sociales. On a besoin les uns des autres de toute façon. Puis on a besoin d'avoir le savoir des autres autant que leur rapport, leur soutien moral et mental. On a besoin d'être avec du monde. Donc, aussi bien designer dans nos systèmes ces aspects-là. On les inclut. On dit « ben oui, il y a plusieurs personnes qui peuvent apporter, contribuer. » Puis dans le fond, on tombe dans un mode plus d'interdépendance volontaire. On dépend les uns des autres, mais avec une entente, un accord conscient
Et puis ça donne un bon niveau d'autonomie, d'après moi, pour une région. Donc, il faut être vraiment connecté. En permaculture, on parle toujours de connecter au maximum. Puis nous, on est un élément de tout ce système-là. Donc, on veut se connecter aux autres. Yes. Ben, je suis totalement d'accord avec ce que Wen a dit. En fait, même j'irais plus loin. Je crois pas que l'autarcie ou la pleine autosuffisance alimentaire est atteignable tout en restant sain d'esprit. Je pense en fait que on a tout avantage. Moi, le topo est assez clair. On se met par exemple à jardiner, on cultive des choses, on apprend c'est quoi nos forces, des choses qui poussent bien chez soi. Puis au fil du temps, les choses deviennent assez claires. Moi, chez nous, j'ai essayé des années du brocoli, ça marche pas. J'ai lu un peu là-dessus, mais ça fait... Je m'en fous. Il y a plein d'affaires qui poussent chez nous bien. Bon. Il se crée de l'abondance chez nous, c'est facile, c'est le fun. Ben, cette abondance-là, je peux la partager avec d'autres qui vont pouvoir me fournir des brocolis. Fait que dans le fond, l'autosuffisance alimentaire, effectivement, c'est ça. Peu importe, là, mais c'est vraiment un échange de la manière que je vois les choses. C'est que ça peut devenir un prétexte pour tisser des liens entre les gens qui vont amener toutes sortes d'autres bénéfices aussi, là. Puis on va être plus résilient parce qu'on va se connaître. Quelqu'un vit un moment difficile, ben là, la communauté qui a appris à se connaître, ben, va être appelée, dans le fond, à intervenir. Là, ce qu'on appelle dans le temps là, des corvées, là, où il y a une grange qui passe au feu, tout le village arrive puis elle reconstruise dans une fin de semaine. On voit plus ça ben aujourd'hui, là, mais c'est le genre de bénéfices qu'on pourrait avoir. Puis pour répondre à ta question sur la production de grains, mettons, pour être autosuffisant en grains pour nourrir nos poules qui nous donnent nos œufs ou de la volaille pour la chair. Moi, j'ai pas fait de recherche, mais je me rappelle très bien avoir entendu Dominique Lamontagne qui avait fait des calculs, lui. Puis, j'ai pas les chiffres en tête, là. Je pense qu'il l'a publié sur Facebook, mais ça prenait des superficies de champs énormes que c'était pas du tout avantageux, là. Fait qu'il venait justifier le fait que lui, il prône l'agriculture artisanale, mais il disait, tu sais, pour du grain notamment, là, d'avoir des grandes superficies là, avec des tracteurs, là, ça a aussi sa place là-dedans. Là. C'est ça. De là, toujours l'idée d'avoir plusieurs types d'environnement dans lequel on fait les cultures. Puis, tu sais, quand on fait les grains avec les tracteurs, ben, on peut aussi améliorer ça. Tu sais, on peut, comme je parlais d'agroforesterie, mais l'agroforesterie, c'est simple, c'est intégrer des arbres, des arbustes dans un champ. Donc, au lieu d'avoir juste du blé sur 10 hectares, toute la Saskatchewan. On a cette intégration-là. Puis, dans ces allées d'arbres et d'arbustes, ben, on peut avoir des arbres fruitiers, des arbustes fruitiers. On peut avoir une belle diversité et avoir des corridors de vie naturelle. Tout ça vient de l'idée d'un bon design qui est pensé à grande échelle et jusqu'à la petite échelle, à tous les niveaux. C'est pour ça que quand je parle de différentes échelles, nos approches vont être différentes. Très localement, on va avoir la volonté d'avoir notre potager. Tout le monde veut un petit potager, mais pas tout le monde qui est capable de faire pousser des brocolis comme d'allure. C'est vrai. Moi, des fois, c'est les radis. C'est supposé être facile, les radis. Mais à chaque fois, il manque d'eau ou je manque de temps puis j'ai rate. Là, ils montent en graines. Je suis comme... Mais il y a des gens qui sont super bons pour le faire pousser. Moi, les tomates, je fais ça comme super facile. Fait que pourquoi s'obstiner? Exactement. Donc, il faut être capable d'avoir ce partage-là. Puis encore là, il y a des structures sociales qui doivent émerger pour que ça se fasse facilement. Il faut qu'on ait la possibilité justement de vendre nos produits. Dominique Lamontagne, qui est probablement une des personnes qui a le plus exploré cette idée-là d'autonomie, puis de petites fermes à échelle humaine, incluant les animaux, qui sont quand même une partie très importante de nos designs. C'est vraiment ça l'idée en arrière de ça. Pourquoi on n'est pas capable de produire nous-mêmes, de générer des aliments et de les échanger. On peut le faire avec les légumes, mais quand il s'agit des animaux, là, on est super restreint. Puis bon, il y a des changements de loi qui s'en viennent. Ils travaillent très fort, Dominique, pour faire changer ça. Et donc, la structure sociale est importante pour le faciliter, cette idée-là que vous dites. Exactement. Parle-nous. Vas-y, t'as une question. C'est pas tout le monde qui veut des ruches chez eux. Non, tout le monde aimerait bien avoir du miel. C'est ça. Puis il y en a qui triplent ruches puis qui ont tout l'équipement. C'est aussi une question de coût. Des fois, quand acheter le tracteur, c'est pas tout le monde qui veut l'acheter le tracteur, mais il y en a qui
aiment le tracteur, la machine elle-même. Puis ont envie de faire ça sur une plus grande échelle. D'autres préfèrent être chez eux puis s'occuper des poules ou des cailles, ou etc. Tous ces différents domaines-là. En horticulture, en général, on dit la bonne plante au bon endroit. Ouais. Ben, le bon humain au bon endroit aussi, ça compte. Quand on est à un endroit où est-ce qu'on est passionné, où est-ce qu'on tripe, où est-ce que c'est quelque chose qui nous motive de se lever tous les matins. C'est pas un effort de faire la chose, mais crime fait plus de ça. Ouais, je suis bien d'accord avec ça parce que c'est Alexis Desmonts, on est perdu un peu au fond de tout, mais tu vois, il y a des il y a des élèves solutionnaires que j'ai eu, on est en train de faire une micro-communauté. Je suis peut-être bon en électricité, mais Julien, à côté, il est bon en plomberie, tu vois. Fait que, OK, on va faire des échanges. Puis on fait des échanges sur tout, en fait. Et je crois que tout seul, on va nulle part. C'est toujours des éco-communautés, des éco-villages, etc. C'est tout centré sur cette idée-là qu'on a besoin d'une communauté, aussi bien d'avoir des gens qui ont une base commune. Ça, c'est ce qui nous manque beaucoup dans notre société. Il nous manque cette base commune-là où est-ce qu'on a des valeurs qu'on partage. Oui, absolument. Qui nous font faciliter le travail, prendre des décisions plus facilement, en arriver à des échanges sans avoir à sortir de l'argent. Oui, absolument. Parce que, juste une dernière chose, puis après ça, je veux vraiment que tu nous parles, entre autres, des petits animaux, puis tout ça, puis leur rôle là-dedans. Là. Mais quand tu parles de la structure de la société, parce que, tu sais, tout ce qu'on est en train de dire là, ça ressemble à grande échelle à la société telle qu'elle est maintenant, dans le sens que chacun fait la chose idéalement qu'il aimerait faire, mais c'est pas nécessairement ça qu'il fait, sauf que, vous comprenez, chacun a des rôles. Mais le fait est que c'est allé à un tel extrême, d'une certaine manière, qu'au niveau de la résilience puis l'autonomie, là, on est assez loin, ça dépend où, mais tu sais, certains pays, ou même au Québec, une grosse partie des besoins fondamentaux, parce que pour moi, il y a une grosse différence entre produire un ordinateur, mettons, puis des concombres ou genre quelque chose que tu as besoin pour survivre. Puis l'intérêt même gouvernemental pendant la pandémie a été postulé clairement que on aimerait ça, avoir une résilience alimentaire, parce que ça se pourrait qu'il y ait un virus ou un virus informatique, parce que là, maintenant, tout est dépendant de l'informatique. Fait que le virus informatique, pas sûr entre lesquels des deux, c'est qui fait le plus de morts. C'est le virus informatique, un vrai gros, ou c'est le virus d'une personne à l'autre. Parce que si tout est mis de côté, là, au niveau de la résilience, par région, si on n'a plus le droit de se déplacer, ou si on ne peut plus parce que informatiquement, c'est impossible, ça va causer des problèmes importants, tu sais. Fait qu'il y a ce rôle-là, mais dans le fond, moi, ma question, c'est ce que vous dites, ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait déjà en termes de chacun est spécialisé, mais vous, dans le fond, c'est-tu juste l'idée de dire, pour les besoins de base, on le fait à plus petite échelle? C'est-tu par communauté, par village, par... C'est pas autant d'être spécialisé, l'objectif. OK. C'est de cibler ce à quoi on est bon. Okay. Et tu sais, moi je suis super bon en informatique. J'ai étudié là-dedans. Bon, super bon. Je me donne des. je suis bon en informatique. Oui. Mais j'aime pas ça faire ça. C'est pas un environnement dans lequel je suis bien. Et donc c'est correct de dire, beaucoup de gens qui viennent prendre, mettons, des cours avec moi me disent je veux tout lâcher ça, puis tu sais, c'est pas nécessairement la bonne idée. On n'a pas besoin de tout le monde qui jardine nécessairement. On a besoin de monde partout. On a besoin de monde qui construisent des maisons. On a besoin de monde qui font de la plomberie, etc. On a besoin du monde partout. Mais c'est la conscience qui est en arrière et la connexion qu'on est capable de faire avec les autres. Quand je parle d'un point de vue communautaire, mettons d'une région, justement, c'est être capable de savoir, OK, lui, il est super, il a des poules, il fait telle chose, il donne des formations, etc. Lui, il a un verger très diversifié, etc. Et d'être que les gens fassent des choses qui ont de la valeur, qui leur permettent d'avoir une autonomie intérieure avant tout, de se dire, hey, moi, je suis bien avec la personne que je suis, puis ce que je donne à la société a de la valeur. C'est là, des fois, que je trouve... Des fois, on dirait qu'on fait travailler les gens pour les faire travailler. La valeur réelle du travail, des fois, il faudrait se remettre en question. Et puis, moi, ce dont je parle, c'est que quand on parle d'autonomie alimentaire, si on revient vraiment au point de vue d'une maison, les gens veulent une maison puis avoir une certaine autonomie alimentaire, ça se peut qu'il y ait besoin de faire le choix entre combien d'heures je travaille versus combien d'heures je mets dans mon jardin. C'est un ratio important. Puis ça se peut qu'il y ait la question à se dire, je me fais construire une maison, est-ce que je mets une serre associée à ma maison ou à l'extérieur de la maison? Puis qu'est-ce que ça va impliquer comme gestion? Donc il y a vraiment un changement de mode de vie, un changement aussi de manière de voir le monde, de passer plus de temps en connexion avec la terre, de passer plus de temps à donner de la valeur, à se nourrir soi-même. Parce qu'il y en a qui vont se dire, oui, mais je fais 120$ de l'heure, pourquoi je
ferais du jardinage chez nous. Ben, c'est la valeur aussi du temps passé à être groundé, à être connecté avec la terre, à justement peut-être être en communauté, passer du temps en famille. C'est quelque chose qu'on fait. Il y a comme plus à l'autonomie. Si on parle d'autonomie dans son sens général, on parle d'autonomie énergétique, autonomie alimentaire, il y a plus à l'autonomie que ces éléments-là. Il y a vraiment une attitude intérieure, puis un vécu. Puis ce vécu-là prend toute la signification quand on revient vers nos bases. Comme tu disais, l'alimentation, ben, c'est comme très basic, tu sais. C'est très important. Puis le gouvernement, justement, le voit. Ils essayent de supporter ça de façon des fois un peu maladroite, je pense. Mais il y a une volonté, certainement. Puis bon, comme au Québec, c'est sûr qu'il nous faudrait plus de serre. On est dans un pays froid, frais, comme on dirait. Puis merci beaucoup. Puis Martin, justement, tantôt tu allais parler, ben je sais pas si c'était par rapport à ça, mais en tout cas, moi je suis vraiment curieux que tu nous dises, c'est quoi le rôle des petits animaux dans tout ce concept d'autonomie alimentaire ou... Quand on veut vraiment se coller à ce que fait la nature à travers ses cycles, qui sont différentes matières, tout ça, qui sont cyclés. Les animaux sont un règne, si on l'appelle un règne, qui est essentiel. Puis moi, justement, c'est ce qui m'attire le plus, d'intégrer les animaux dans des environnements, dans l'écosystème qui est la propriété, par exemple, si on y va dans la plus petite échelle. Moi, c'est ça qui me branche, d'essayer de boucler le plus possible les boucles, la nature, le carbone, l'azote, ce genre de choses-là. Les poules, les lapins, les canards. Là, j'ai la chance d'avoir commencé cette année avec des lapines, puis aussi des canards. Alors que j'avais des poules j'ai des poules depuis 2013, j'en ai encore. Fait que là c'est d'observer, dans le fond, c'est quoi les comportements que je peux mettre aussi en valeur. C'est-à-dire que la poule est désherbante, elle est déparasitante aussi, mais si tu la mets lousse dans le jardin en saison de croissance ou de fructification, elle va être moins ton amie, probablement. Parce qu'elle va manger aussi des choses que toi, tu aurais aimé ça manger ou les graines que tu viens de semer. Bref, fait que c'est d'apprendre. C'est ça que j'essaie, moi, de transmettre quand je donne des formations, des conférences. C'est d'allumer les gens sur tous les potentiels énormes, à observer ce qui se passe, puis à jouer le rôle d'entremetteur. C'est que nous, c'est un peu ça le rôle qu'on a comme être humain, je pense, conscient. C'est que j'ai pas besoin de tout savoir. Ça, c'est souvent un frein, là. Je devrais faire plein de lectures, puis avant d'être confortable assez, puis tu vas-tu y arriver vraiment? Je pense pas. Avant de te lancer, tu peux aussi regarder ce qui se passe, puis ajuster les affaires, tu sais. Mettre ton ego de côté, là, qui veut juste... qui est comme un petit peu insécure, puis juste regarder ce qui se passe. Puis c'est là que ça devient très riche comme enseignement. Puis t'ajustes les choses, puis quand t'ajustes bien les choses, la nature te répond très rapidement. C'est là que tu vois l'abondance, la fructification, tu vois l'écosystème grossir, les animaux de tout ordre, les pollinisateurs, des oiseaux, de la petite faune qui peut arriver dans ton écosystème. Puis c'est là que tu sais que là, tu es en train de favoriser un écosystème, vraiment. Puis il y a un film que je trouve vraiment génial qui montre comment aménager une ferme un peu comme un écosystème, c'est The Biggest Little Farm. Je vois que c'est ça là. C'est un documentaire film d'un couple américain qui s'est lancé avec peu de connaissances après avoir fait une promesse à leur chien qu'ils ont adopté. Parce que le chien il était en appartement, il n'arrêtait pas de japper. Ils ont dit OK, il faut l'amener à la campagne. Fait que là, ils ont développé ça avec un gars qui avait la vision vraiment permaculture, là. Fait que c'est de suivre leur aventure, c'est super touchant, très humain. Tu vois ce qui se passe, tu vois les ravageurs, les prédateurs qui arrivent, les renards, tout ça. Mais ils font partie de l'écosystème, tu sais. Il y a vraiment un respect de tous les aspects. Il n'y a rien qui est inutile dans la nature, tu sais. C'est plus le regard qu'on porte dessus. Tu sais, il y a quelque chose qui vient manger ma laitue. OK, mais pourquoi? L'animal a le droit de manger de la laitue, là, tu sais. Mais tu sais, il y a des rôles à jouer, ça. Mais par rapport à ce film-là, moi, je l'ai trouvé intéressant, mais tellement souvent, je regardais ça puis je me dis, ils n'ont pas fait le travail nécessaire pour réussir leur projet adéquatement. T'sais, tout le long, tu te dis, c'est le fun d'observer puis de voir ça, oui, mais il y a un principe super important en permaculture qu'on ne doit pas négliger, c'est qu'il vaut mieux bien préparer nos actions, mieux vaut passer 50 heures à préparer, à rechercher, à approfondir nos connaissances, puis après ça, passer 10 heures de travail efficace, que de passer 10 heures à s'envoyer dans des fantaisies, puis passer 50 heures à être en colère puis à avoir des échecs continuellement. Puis
sais, je veux dire, on apprend nos échecs, mais on doit apprendre des échecs des autres. Idéalement. Et donc, connaître ce que d'autres ont fait avant nous, la lecture, c'est important, tu sais, mais le pas où est-ce qu'il faut faire attention, c'est que la lecture, c'est pas là que ça s'arrête. Après ça, il y a l'action, puis après ça, il y a la réalité du terrain, il y a tout ce qui est vrai dans notre contexte à nous. Et puis, dans The Biggest Little Farm, qui est un film intéressant, mais pour moi, ça n'a pas été inspirant. Pour moi, ça m'a mis en maudit tout le long parce que je regardais le film aller, puis j'étais comme, hey, vous auriez pu tellement éviter ça. Ouais, mais ça, c'est ton œil d'expert, là. Non, mais c'est dans les livres, c'est partout. Tu regardes, c'est là, l'information est là. Surtout avec YouTube encore aujourd'hui, si on regarde au bon endroit. Mais tu sais, c'est connu que les canards mangent les limaces. Ils ont passé combien d'années avec les limaces dans leurs arbres à pas pouvoir rien faire, à les ramasser à la main. C'est comme... Fait que toi, tu gueulais à ta TV pour dire « Mettez les canards! » Puis ça a pris une heure. Mettez les canards! Tu sais, toutes ces petites choses-là, je me disais, en fait, c'est un très bel exemple de ce qu'il faut pas faire. Faut pas se lancer dans un projet sur des objectifs comme un peu triste là, de mon chien avec un rêve. Souvent les gens ils me disent tu vends bien le rêve. Ouais. Je dis non, justement, je veux pas vendre un rêve. Je veux vous ramener le plus près de la réalité et de votre rêve. Et puis oui, vous allez devoir laisser tomber des choses en chemin. Vous allez devoir dire non, en fait, je peux pas faire ça ou je peux pas le faire tout de suite. Parce que c'est la partie la plus difficile de mon travail quand je suis en consultation avec un client, c'est de dire non, ça, je pense qu'on peut pas faire ça tout de suite. Je vais t'expliquer pourquoi, je vais te montrer, je vais te donner des références si tu veux, mais je pense qu'on doit être ancré vraiment sur la réalité, puis être toujours prêt à faire des tests, explorer. Je veux dire, je suis le premier à tester des affaires. Sauf que, généralement, pour faire mon test... Faut que ça soit le gros de ta production, ton test. Pour faire mon test, je vais me baser sur quelque chose que je sais qu'une bonne fondation. C'est comme une maison. Tu construis pas ça sur des pilotis qui sont dans de la boîte. Tu fais une bonne fondation, puis après ça, oui, on peut s'amuser et travailler sur l'espace. Donc, tout ça, pour moi, c'est comme vraiment basic d'avoir cette bonne fondation-là. Puis c'est le plaisir aussi, c'est d'explorer, de connaître. Je veux dire, si je veux travailler avec des poules, il faut que je les connaisse, mes poules. En permaculture, on analyse nos éléments, on regarde c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leur production, c'est quoi leurs caractéristiques. Est-ce qu'ils tolèrent bien le froid? Est-ce qu'ils pondent beaucoup d'œufs? Est-ce qu'ils peuvent aussi servir de poulet de chair après leur vie utile de pondeuse? Ben ça, c'est des choses qui valent la peine. Puis si, oui, je veux avoir des poules puis les manger, ben c'est bon d'aller faire aussi un petit cours comment abattre mes poules à la maison, puis tu sais, pour pas justement les faire souffrir inutilement. Donc tout ça, c'est des éléments qui viennent nous soutenir dans notre autonomie parce qu'il y a beaucoup d'informations pertinentes de disponibles maintenant. Beaucoup de belles formations. Moi, je vois vraiment beaucoup dans ce que tu parles, puis c'est bien correct d'avoir cette vision-là. Le côté rationnel, connaissance, tout ça, cerveau gauche. Moi, j'aime bien de laisser de la place au cerveau droit. C'est bien personnel, il n'y a aucun jugement là-dedans, mais tu sais, les inspirations, tu sais, je regarde ce qui se passe, puis j'ai pas la connaissance, mais il me semble que je serais tenté de faire tel changement, mettons. Puis je dois dire, là, j'ai 41 ans, là, ça m'a très bien servi dans ma vie dans les dernières années de juste me laisser inspirer par ce qui arrive. Moi, exactement, on a besoin des deux. C'est vraiment pas un ou l'autre, c'est les deux. Mais là où était un plus mon point, c'est de dire, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui se freinent dans leur projet parce qu'ils sentent une espèce de... Ils ont un sentiment d'imposteur. Ils se disent, là, je veux bien faire les choses, je veux pas faire d'erreurs. Tu vas faire des erreurs, mais on peut appeler ça des apprentissages, OK? C'est sûr qu'avec des animaux, il y a le volet bien-être animal. C'est quand tu abandonnes que ça devient une erreur. Et si tu continues, c'est un apprentissage. Moi, la seule chose sur Biggest Little Farm, peut-être pour clore la parenthèse, c'est qu'il aurait peut-être dû y aller à petite échelle au début, puis grossir. Ils sont arrivés avec la mieux comprendre ce qu'il faisait, parce qu'il y avait un spécialiste. Ça aussi, il faut faire attention, les spécialistes. Je suis un spécialiste, entre guillemets, mais le spécialiste doit avant tout être un formateur. Doit avant tout enseigner à la personne pourquoi on fait ça. Là, dans un contexte, s'il y a un spécialiste qui est le gourou, puis qui dit tout, il fait ça, mais qui ne l'explique pas, ce qui était le cas un peu dans la situation, ben le monsieur, je ne vais pas vous voler un punch là, dans le film. Là. Ben là, tu vas le voler. Le monsieur, à un moment donné, n'est plus disponible. Alors, ils comprennent plus leur ferme. Ils comprennent plus leur ferme. Ils comprennent plus qu'est-ce qui se passe. Donc, il faut comme qu'ils se remettent. Donc, vraiment, c'est important de savoir, vous êtes le pivot de votre design de vie. Donc, il faut que vous soyez connecté. Il faut être impliqué. Il faut être impliqué. Puis moi, c'est central à tout ce que je fais. Je ne vais jamais faire un design pour un client sans lui avoir expliqué la réflexion derrière. C'est ça, la réflexion. Puis, je pense que c'est commun à l'énergie aussi. En autonomie énergétique, on ne peut pas penser que le client... C'est souvent les problématiques qu'on a eues. Souvent, c'est ça, c'est que
le client ou le propriétaire de la maison autonome va penser qu'il n'y a plus rien à faire, puis que bon, quand les lumières s'éteignent, tu dis, il va aller voir mon application Hydro-Québec, voir pourquoi, puis quand combien de minutes l'énergie va être revenue. Là. Oui. Ben là, tu sais, quand tu es autonome, il n'y a pas d'application qui va te dire dans combien de minutes ça va être revenu. Là, c'est parce que tu as vidé les batteries, puis là, tu attends le soleil, puis tu retournes à tes jeux de cartes là, à dire on va attendre. Il y a vraiment un besoin d'implication. Parce que l'autonomie alimentaire, énergétique, c'est aussi une autonomie personnelle. Oui, c'est une façon de vivre. Là. C'est vraiment, il y a des deuils là-dedans à faire. Dire, je vivrai peut-être pas aussi facile sur certains aspects, mais en même temps, il y a une satisfaction qui vient vraiment là, avec ce genre de vie-là. Là. Fait que j'ai une autre question pour vous qui va sûrement être la dernière grande question, mais elle est très importante, je crois. À cause du contexte de la COVID, je crois, vous êtes tous au courant, je suis certain que vous avez eu un impact. Est-ce que vous avez tous senti un impact dans vos travails d'intérêt? Bon, donc il y a eu un gros impact. Non, aucune idée. Et donc, il y a beaucoup de gens des villes qui veulent un certain retour à la campagne d'une certaine manière c'est comme si ça nous a fait toucher de manière plus concrète la fragilité du système dans lequel on vit, qui est tellement confortable, dans le sens que, tu sais, comme tout est... Ça pour toujours. Comme oui, c'est ça, exactement. Mais une petite affaire, je veux dire, c'est pas un petit virus, là, mais on va s'entendre que c'est pas... c'est pas la plaie. Tu sais, tu meurs pas instantanément, puis c'est pas un truc comme il y en a déjà eu dans l'humanité qui était bien pire que ça. Et c'est un virus, puis l'impact a été gargantuesque. Fait que là, les gens, ça les a remis en question. Fait que je pense qu'un des intérêts pour les gens, c'est pas nécessairement une autonomie complète, mais de savoir sur mon habitat et où, peut-être avec mes quelques voisins, disons, une personne à 4 à 5 personnes qui se disent, nous, on ne veut pas être capable de faire pousser nos bananes puis nos oranges, mais on aimerait ça que s'il arrive COVID-22, COVID-20, puis que celle-là est pire, je suis capable de prendre soin de moi puis des gens immédiats pour le temps que ça va durer, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Disons 3 mois, OK? 2 mois, 3 mois. Qu'est-ce que vous, là, c'est la question à tout le monde, autant énergétique qu'alimentaire, qu'est-ce que cette personne-là qui a le goût, puis on va dire qu'on va rajouter un dernier petit truc, Hydro-Québec, il y a une crise de verglas pendant la COVID-20. Okay? Donc, c'est COVID-20, on ne peut pas sortir, c'est plus difficile, moins de bouffe dans l'épicerie, il reste peut-être des choses, mais tu ne peux pas compter là-dessus. Puis, en plus, il y a une crise de verglas, on est au Québec en hiver. Quels seraient soit les aliments, les petits animaux ou l'autonomie énergétique, où est-ce que vous mettriez votre énergie si je suis une personne qui ne veut pas non plus une ferme là, 40 heures semaine. Juste, je veux des choses simples là, que je pourrais faire qui m'avanceraient vers ça. Donc, grande question, mais je commencerais juste en disant que ça ne se planifie pas quand ça arrive. Oui, c'est ça. Bien avant. Oui, c'est ça. Je vais juste mettre ça sur la table. C'est ça. Ce sera pas. Il faut que tu l'aies ton plan avant que la COVID, il faut que tu sois mis en place. Même plusieurs années, parce qu'on s'entend qu'il faut devenir bon. Je veux dire, tu arrives avec une serre. Une serre, ça me semble être un élément essentiel si on est dans notre climat. Ben, il faut comprendre comment elle fonctionne ta serre, il faut comprendre comment elle est intégrée. Si tu as une serre et des poules, ben il y a quelque chose qui se fait entre les deux, puis il faut être capable d'avoir vécu un petit peu. Donc, je dirais que commencer tôt. Oui. Pour que quand les choses ça arrive, c'est comme la survie en forêt, ça arrive pas tous les jours, tu es perdu en forêt, mais quand tu sais faire du feu, quand ça t'arrive, tu restes calme. Oui, c'est ça. Donc la même chose, tu restes calme, tu es prête, ça serait la première chose. Super. Oui. Tout à fait. La préparation, effectivement. Souvent, je dis à mes clients, là, l'énergie la moins chère, parce que c'est toujours une question de budget, là, mais l'énergie la moins chère à produire, c'est celle que tu n'as pas besoin. Là. Fait que souvent, on dit aux gens, apprenez à être raisonnable dans vos consommations. Là. Il y a juste... J'ai toujours des petites phrases toutes prêtes, là, mais je dis toujours à mes clients, juste au Québec, on se lave les dents à l'eau chaude. C'est une image, mais on consomme beaucoup d'énergie parce qu'on la paye peu. Il y a d'autres pays où l'énergie coûte très cher et on est très conscientisé de l'énergie qu'on consomme. C'est sûr que dans une préparation vers un autre événement, je dirais, c'est de voir un peu... d'être conscient de l'énergie qu'on consomme. Des fois, même sans le savoir, on part travailler le matin, il reste 8 lumières dans la maison d'allumer. Ben, c'est souvent la petite lumière rouge quand on est autonome qui va être allumée, quand on va arriver à la maison, qui dit qu'il n'y en a pas de lumière là, pour la nuit. C'est d'être conscient de la quantité qu'on consomme. Je dis souvent, les gens qui se préparent à vivre autonome avec nous, vous allez faire un test, allez dans votre maison cette nuit, mettez votre cadran à minuit, promenez-vous dans la maison puis comptez les petites lumières allumées. Puis quand vous dépassez 4-5,
vous savez que vous dépensez déjà de l'énergie abondamment sans tous les cadrans dans une maison, tous les afficheurs, les appareils en veille, les belles express-vues de ce monde qui consomment beaucoup sans qu'on s'en rende compte. Puis qu'en bout de ligne, c'est pas la sécheuse qui va consommer à la fin de l'année, c'est votre express-vue qu'on écoute 1 heure par jour parce que 23 heures par jour, c'est de la consommation. C'est de la préparation puis être conscient. Là, les outils sont là, ils existent maintenant pour dire combien je consomme puis quel appareil consomme combien pour réussir à dire celui-là, peut-être que je n'ai pas besoin ou est-ce que je peux le mettre en débranché au lieu d'en veille puis d'arriver avec des consommations qui sont beaucoup plus modérées en bout de ligne. Fait que ce que j'entends, premièrement, bonne préparation. Deuxièmement, diminuer la consommation ou du moins être vraiment conscient de ça pour savoir que si jamais il y a quelque chose qui arrive, je sais qu'est-ce que je peux utiliser puis qu'est-ce que je peux pas utiliser, par exemple. C'est sûr que tu peux être en préparation. Il y en a qui sont survivalistes, puis c'est pas un jugement que je porte là-dessus, mais c'est comme, je pense que c'est un peu la peur qui vient s'imprégner en eux pour justifier, dans le fond, les actions qu'ils vont poser. J'ai senti beaucoup dans l'engouement qu'il y a eu pour tous les sujets reliés à l'autosuffisance alimentaire ce printemps puis cet été, qu'il y avait beaucoup de peur. Oui. Puis c'est normal, encore une fois, je ne juge pas la chose. Mais ce que je souhaite, c'est que ça devienne une opportunité pour que les gens goûtent à de la nourriture produite chez eux, fraîche, pleine de vitamines, pleine de goût aussi, parce que les légumes qui viennent d'ailleurs sont surtout choisis pour être transportés et conservés. Là, fait que l'aspect goût, il passe second, sinon en troisième. Fait que de goûter à ces choses-là, que ça puisse donner le goût d'avancer comme ça à petits pas. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de beaux gains à faire ça. Puis moi, souvent aussi, dans le domaine des poules, qui est le sujet qui m'intéresse particulièrement, c'est ça que j'essaie d'allumer les gens sur tes poules. Tu peux les mettre dans le fond de la cour, déconnecter du reste. Mais j'essaie de t'allumer sur toutes les opportunités que tu peux saisir, à les mettre en relation avec différentes choses sur ton terrain. Fait que j'espère que ça devient une porte d'entrée pour le merveilleux monde de la nature en procédant ainsi. Mais un truc bien simple, là, mettons tu veux survivre 3 mois, là, ben, tu peux stocker des courges, puis des oignons, puis des affaires, puis te faire un caveau, ou une pièce une chambre froide. Ça serait bon, mais il faudrait pas que ça soit en plein cœur de la crise du verglas en janvier, mettons, parce que là, ça risque d'être moins abondant. Ou dépêche-toi d'aller à l'épicerie remplir par ton contre, panier. Si justement, en octobre ou whatever, tu as une chambre froide, ça fait partie de tes habitudes de vie, qu'elle est toujours pleine, surtout à l'automne. C'est ça. Ben, ça l'aide considérablement s'il y a un moment de crise. Exact, mais tu as produit peut-être une partie de ces choses-là, puis tu vas combler avec ce qu'il y a sur le marché. Là, c'est l'abondance en septembre, octobre. C'est ça. Puis tu as bien des choses du Québec aussi, c'est le fun. Fait que tu peux, à ce moment-là, remplir ton vide sanitaire ou comme faisaient nos grands-parents, avec des patates, toutes sortes de choses, des pommes. Fait que tu peux faire aussi des choses comme ça. Là. Fait que chambre froide, c'en est un. Tu avais nommé la serre aussi qui faisait du sens. La serre, puis le canage. Le canage. Tantôt, il y a comme une folie de canage, il n'y a rien de disponible partout, là. Il n'y a plus de poules, il n'y a plus de canage. Donc, on voit que les gens reviennent à ces essentiels-là, c'est clair. Ouais. C'est cool. Il n'y a plus de panneaux solaires non plus. Ah non, ouais. Plus de panneaux solaires, plus de poules. Bon, fait que quand on dit qu'il faut se préparer à l'avance, tu sais, que t'as comme là, ça va revenir correct là, au printemps probablement. C'est le temps de mettre les choses en place avant, en tout cas si. Parce que la porte est ouverte pour... Maintenant que c'est arrivé une fois, je veux dire, ça va être plus facile de peser sur le bouton. Ça crée un précédent. Ça crée un précédent, là, ouais. Moi, je dirais que les gens en profitent pour prendre des formations. Parce que j'ai un exemple à vous raconter. J'ai juste créé un petit groupe pour échanger avec mes anciens élèves. J'ai appelé ça les débranchés. Et on avait 2 visites par semaine, 2 nouvelles personnes qui rentraient. Quand le COVID est arrivé, c'est 70 personnes par jour. Wow! C'est complètement fou. J'ai jamais vu ça. On est 5000 sur ce groupe-là, que je voulais tout petit. Oui, c'est ça. J'ai comme un peu perdu le contrôle de cette affaire-là. Mais oui, formez-vous. J'entends les gens, je les vois communiquer entre eux. J'ose pas intervenir parce que j'arrêterai jamais. Mais il faut que les gens prennent des formations. Ils ne peuvent pas se lancer de même en électricité. Avec les quantités d'énergie que l'on va utiliser et manipuler. Formation. C'est très important. Parce que tu peux te tromper, puis ça a l'air de marcher. Tu sais. Oui, c'est ça. En plomberie, ça coule. Je sais pas, mais l'électricité... Absolument. Puis c'est le temps maintenant. Oui. L'hiver s'en vient. On l'a vu, tous ceux qui donnent des formations, moi, ça a été...
Mes formations, j'en donne une de plus que prévu en ligne. Mais alors, encore là, tu sais, une chance qu'on est en ligne. Une chance qu'on a ça, parce que si on ne l'avait pas, ben, ça serait un autre contexte, une autre situation complètement. Mais donc là, on se prépare. C'est le moment. Là. C'est clair. Ben, moi, j'ai vécu la même chose cette année. Moi, je donne une formation en classe depuis 2016 sur la garde de poule tout naturellement, je dirais. Là. C'est un peu ma philosophie. Puis j'ai lancé une formation en ligne l'année passée, 2019, pour laquelle il y a eu peut-être 200-250 personnes d'inscrites à 1 an, 12 mois. Mais à partir du mois d'avril jusqu'à aujourd'hui, j'en ai vendu facile 900. Ça a comme explosé. Là, de là, la pénurie de poules. Ben oui, c'est ça. De là, la pénurie de poules, exact. C'est toi la cause, dans le fond. C'est à cause de toi. Exactement. C'est confrontant pour ma blonde parce qu'on m'appelle le king des poules. C'est un sujet à interprétation. Effectivement. Oui, c'est vrai. C'est une blague. Mais est-ce que, par rapport à la pénurie de poules, la beauté de la chose, qui n'est pas une beauté en soi, mais c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'en départir ces temps-ci parce que là, ils ont vécu l'expérience, puis toutes sortes de raisons. Fait que des gens qui n'ont pas eu de poules vont pouvoir en accueillir chez soi. Fait que d'ici une semaine, je vais lancer un répertoire cartographique des milieux d'accueil au Québec, des familles à gauche et à droite qui disent hey, moi, j'ai 2 places. Je suis en train de faire ça. Là. OK. Ouais, Cool. Pour le bien des poules. Pour le bien des poules. C'est excellent. Fait que là, si on fait un petit résumé de ce qui a été dit, là, tout le monde a parlé de formation, de l'importance de ça, d'être bien préparé, parce que c'est comme si on est... Bon, disons, mettons que tu vis dans un appart à Montréal, c'est le style de vie où est-ce que tu n'as pas besoin de t'occuper de rien. Ça a été fait pour que tu n'aies rien besoin de faire. Et là, tout à coup, tu choisis d'avoir une implication directe avec ton environnement et peut-être même ta nourriture, peut-être même ton énergie. Et donc, ça prend une certaine éducation qu'on n'a pas eue au secondaire. Ça faisait pas partie de l'éducation de base. Fait que, donc, ça prend de la formation, ça prend de la préparation dans le sens où c'est pas quand la COVID-20 est là, parce qu'il n'y a plus de poules, il n'y a plus de panneaux solaires. Tu garoches sur le papier de toilette, puis là, ça va pas bien. Exact. Fait que donc, c'est de se préparer à l'avance. À part ça, il y a eu, ça a été nommé pour la serre, bien entendu, en sachant bien. Le caveau ou la chambre froide, qui pourrait être appelée. C'est quelque chose de low tech, dans le fond. Là. Ça me semble très accessible à bien des gens. Puis ce qui a été nommé, oui, c'est ça, absolument, c'est super accessible. Puis après ça, il y a les panneaux solaires qui, avec soit quelques batteries dans la maison pour avoir au moins une petite autonomie ou connectés sur la voiture, parce qu'en COVID-20, tu n'as plus le droit de sortir. Fait que tu as la vourture avec beaucoup de batteries dans le char, tu la laisses là, puis tu as ta batterie pour te déplacer. Ta laisse là, oui, c'est bon. Effectivement. Cool. Hey, super. Comment on fait pour vous suivre? Comment on fait pour vous suivre sur Internet? Les gens qui ont écouté, ils ont un intérêt pour ce que vous faites. Comment ils vous trouvent? Tu peux commencer. Moi, sur Facebook, évidemment. Oui. Donc, EcoSolaris sur Facebook. On est facile à trouver. Okay. Sinon, notre page web, on a une belle boutique à Saint-Jérôme. Les gens peuvent venir nous voir. On est toujours contents de voir du monde. On discute beaucoup de sujets. Cool. C'est le fun vu comme ça. Mais sinon, sur Facebook, puis le site web, là, définitivement, on est actif depuis. Site web, ecosolaris.com. Ecosolaris.com, oui. Super, merci. Absolument. Ben moi, c'est essentiellement 3 endroits. Mon site web, neo-terra.ca. Puis je suis beaucoup sur Facebook aussi. Puis j'aime beaucoup faire des capsules vidéo que je partage sur YouTube. Fait que j'ai une chaîne YouTube aussi qui... Tout sous le nom de Néoterra aussi. Néoterra, exact. Super. Yes. Merci beaucoup. Moi, c'est designécologique.ca, mon site web. Et puis sur Facebook, vous allez me trouver avec mon nom, Wen Roland. Wen Roland. Il n'y a pas beaucoup de Wen Roland. Non, c'est Wen. J'essaie d'avoir beaucoup, mais qui ne seront pas d'ici. Oui, c'est ça. Mais donc, c'est un nom facile. Les plus faciles. Puis sinon, je suis un petit peu partout. Là. Si vous me cherchez. Super. On va te trouver. Ouais. Super. Rémi? Ben moi, c'est sur mon site web, Solar Design, mais je ne le tiens plus à jour. J'ai comme un peu trop de choses à faire. Ouais. Trop occupé, ça t'entend. Sinon, oui, c'est ça, cet hiver, parfait. Oui, c'est ça. Sinon, formation, CC, courant continu. OK, formation CC. CC et Stardust Solar. Stardust Solar. Ah, okay. On a d'ailleurs une formation dans 3 semaines qui commence. Là. Super. Cool. Donc, c'est excellent et merci beaucoup. D'ailleurs, pour tous les gens qui nous écoutent, la plupart des gens ici sont des profs du certificat en design de bâtiments écologiques, donc de Solutions ERA. Et dans le cadre du concours Districtement Habitat, vous avez la chance, si vous voulez participer, de gagner le certificat. Donc, il faut s'inscrire sur le site districthabitat.ca avant vendredi, le 9 octobre à 5 heures le soir. Dans le fond, ça va être le moment où est-ce qu'il va y avoir le tirage. Donc, assurez-vous d'aller participer si vous avez envie de faire ça et de pouvoir faire la formation. Tout le monde dit que c'est une bonne idée, à ce qui paraît. Donc,
Donc, pour en savoir plus sur les experts, ils vous ont dit comment les suivre directement, mais c'est aussi possible d'aller sur le site districthabitat.ca dans la section développement durable. Vous allez pouvoir rencontrer les experts de l'émission d'aujourd'hui ainsi que les experts des autres émissions, en plus de découvrir toutes les entreprises et exposants qui œuvrent dans le développement durable, dans l'habitat plus sain, écologique et autonome et qui seront présents au salon de Terrebonne et de Brossard pour le District Habitat. Donc, si c'est un intérêt que vous avez, vous pouvez aller voir sur le site web et vous allez découvrir plein de choses absolument merveilleuses. Ensuite de ça, les remerciements, premièrement, nos partenaires présentateurs qui, cette semaine, étaient Solutions ERA et Desjardins. Donc, merci beaucoup à Solutions ERA et Desjardins. Je tiens aussi personnellement à remercier le District Habitat d'avoir choisi de mettre autant de l'avant avec un district complet juste pour le développement durable. C'est une première dans un salon de cette ampleur-là. Donc, merci beaucoup d'avoir fait ça. Je crois que c'est vraiment un grand bénéfice pour tout le monde, en fait, puis pour l'environnement et tout ce que ça va apporter. Donc, un grand merci. Merci à vous tous, les invités de l'épisode aujourd'hui sur l'autonomie. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à l'APCHQ, donc Montréal Métropolitain, qui produisent, dans le fond, toutes les émissions et les salons District Habitat. Donc, un très gros merci. Et si vous avez le goût d'en savoir plus sur ce qui a été discuté aujourd'hui, vous pouvez venir ce soir pour le 5 à 7 pour en savoir un peu plus. Et sinon, vous pouvez revenir demain midi pour la prochaine émission qui sera « Est-ce possible de construire une maison sans chauffage ni climatisation au Québec? » Donc, on aura 3 autres experts pour discuter de cet autre sujet passionnant. Alors, on se revoit soit ce soir ou demain. À très bientôt! Reaching out.